Le bureau des biostimes. Épisode 7. Il y a des dossiers qui te rappellent que la nature, elle négocie pas. Elle impose ses règles. Et ceux qui cultivent la terre le savent. Faire les choses bien, ça suffit pas toujours. Chloé a semé ses maïs mi-avril. Dans les temps. Sol ressuyé. Température correcte. Tout semblait en place. Début mai, elle nous appelait. Ses maïs avaient levé, oui. Mais ils ne poussaient pas. Plantules rachitiques. Croissance bloquée. Parcelles qui stagnaient. Et tout de suite, je me suis dit, encore un dossier qui va nous apprendre quelque chose sur le monde qui change. Pour cette enquête, et comme toujours, c'est Hugo qui a pris l'appel. Dossier numéro 112-MI. Plainte reçue à Colmar, au Rhin. Agricultrice, Chloé. Culture, maïs. Semis, mi-avril. Symptômes, levée hésitante, plantule chétive, croissance ralentie. Pas d'attaque visible. Pas de maladie franche. Juste cette sensation diffuse que quelque chose bloque dès le départ. Point. Chloé, elle a beau être jeune, elle est bien équipée. Avant de s'installer, elle a fait des études de biologie. Donc, la physiologie des plantes, elle connaît. Elle sait observer. Mais là, malgré tout ce qu'elle avait appris, elle ne parvenait pas à résoudre le problème toute seule. Sol bien préparé. Variété adaptée. Densité correcte. Fertilisation au semis réalisée. Tout était carré sur le papier. Mais au champ, rien ne suivait. Alors j'ai envoyé Hugo sur place. Parce que les parcelles, elles parlent. Encore faut-il savoir les écouter. Chloé m'attend au bord de la parcelle, main dans les poches. Elle a déjà fait le tour plusieurs fois. Elle me montre ce qu'elle a observé. Les rangs sont là, oui, mais les plantules sont chétives. 2-3 feuilles à peine. Le vert n'est pas franc. Certaines feuilles tirent sur le jaune pâle, d'autres ont des reflets violacés sur les bords. Je me baisse, je touche le sol, froid. Pas gelé, mais froid au toucher. Chloé me regarde faire, elle me dit qu'elle a vu la même chose, que ça confirme ce qu'elle pensait, mais qu'elle voulait savoir exactement ce qui se passe dans la plante. Chloé soupire. Je comprends pas. J'ai fait au mieux, en fonction de la météo, de l'organisation de mes chantiers de semis de maïs et de l'épandage des engrais sur les céréales. Et c'est là que j'ai compris les difficultés de Chloé. En fait, les semis de maïs se font toujours sur un fil. Il faut trouver le bon compromis entre météo et organisation. Et forcément, des fois, ça coince. Parce que le compromis, il n'est vraiment pas facile à obtenir. De son côté, Hugo a ramené ses échantillons. Direction, le labo de Jeanne. Hugo m'a ramené de quoi bosser. Des feuilles qui racontent une histoire claire, hein. Racines courtes, feuilles pâles, certaines jaunies. Enfin, le genre de symptômes qui pointent tous dans la même direction. Delorme, le maïs, c'est une culture du Sud à l'origine. Une plante qui aime la chaleur, pas frileuse pour rien. Pour germer, elle a besoin d'un minimum de 6 degrés. Mais minimum, ça veut pas dire confort, hein. Pour s'épanouir vraiment, en fait, le maïs veut 20 à 25 degrés du semis à la levée. Puis 22 à 28 de la levée jusqu'à 4 feuilles. C'est dans cette fourchette seulement qu'il construit sa vigueur, son système racinaire et sa capacité à couvrir le sol. En dessous, tout ralentit. La germination traîne, la croissance patine et la plante commence à subir. J'ai sorti le relevé météo. Moyenne des températures au 1er mai sur les 20 dernières années. 13,2 degrés Celsius à Amiens. 14,9 à Orléans. 16,6 à Toulouse. À Colmar, c'est encore plus frais.
Pas de quoi parler de catastrophe, mais largement en dessous de ce que le maïs réclame pour décoller sereinement. Et c'est là que Jeanne a déroulé le fil. Ce que je veux dire par là, Delorme, c'est que ces changements de couleur qu'Hugo a observés, c'est clairement pas juste esthétique. C'est un vrai signal de détresse. Le jaunissement, c'est une chlorose. Le froid réduit la chlorophylle. Ça crée donc une cascade de perturbations dès qu'on passe en dessous du seuil de la température de confort thermique. Pour le maïs, comme je te disais, l'optimum thermique est entre 20 et 25 degrés du semis jusqu'à la levée. Ensuite, le maïs s'épanouit pleinement jusqu'à 4 feuilles, entre 22 et 28. Réduction de la photosynthèse, stress oxydatif. Et résultat, une partie de l'énergie part en mode adaptation au froid et pas en croissance. Le suspect était clairement identifié. La température. Le mobile, un stress thermique de froid. Pas un gel spectaculaire, non. Juste ce froid d'inconfort qui use la plante jour après jour. Et l'indice était là, gravé dans les données météo des 20 dernières années. Récurrent, prévisible, mais sournois. Hugo est retourné voir Chloé pour lui expliquer le mécanisme. Quand je lui ai détaillé ce qui se passait dans la plante, Chloé a hoché la tête, plutôt soulagée d'avoir enfin une explication logique. Identifier le coupable, c'est une chose. Mais l'empêcher de frapper encore, c'en est une autre. Pour ça, je comptais sur Jeanne. La solution, je te la donne en mille, Delorme. Tu la connais déjà, c'est Mégafol. La même qu'on avait utilisée pour l'implantation des céréales en conditions froides. Alors, c'est un biostimulant à base d'extrait d'Ascophyllum nodosum et d'autres composés. Mais ce qui est intéressant avec Mégafol, c'est son mode d'action. Je t'explique. En fait, il stimule les gènes impliqués dans la réponse à l'auxine et au métabolisme énergétique. En clair, il booste le métabolisme de la plante face au stress thermique de froid. Et concrètement, ça veut dire une meilleure tolérance au froid, une croissance végétative améliorée et une vigueur accrue. La plante ne subit plus passivement, elle résiste activement. Ça en jette, non ? Et en pratique, c'est simple à mettre en œuvre. Application en début de cycle, au moment où la plante est la plus vulnérable, et c'est compatible avec tous les programmes herbicides testés. Je t'arrête tout de suite, Delorme, c'est pas de la magie. Même si je sais que toi, tu crois encore peut-être au miracle, hein ? Doux naïf. Mais c'est un coup de main au bon moment. Et ça change vraiment tout. Hugo est retourné chez Chloé pour lui présenter le protocole. Pour qu'elle puisse anticiper dès la prochaine campagne. Chloé a écouté attentivement. Elle a posé des questions précises sur les doses, les moments d'application, la compatibilité avec ces herbicides. Et puis elle a tranché. Je vais intégrer Mégafol dans mon protocole d'implantation, dès l'an prochain, sur toutes mes parcelles à semis précoce. Pas d'hésitation. Une décision claire. Parce qu'elle a compris que ce froid printanier, c'est pas un accident isolé. C'est une réalité récurrente et qu'il faut s'armer en conséquence. Dossier 112 MI, refermé. Le cas de Chloé, je l'ai classé. Mais cette affaire-là, elle dit quelque chose d'important. Quand on s'installe, on teste. On cherche à optimiser. Et bien souvent, comme Chloé l'a constaté, entre ce qu'on apprend à l'école et la réalité du terrain, il y a parfois des surprises. C'est pour ça qu'au bureau des Biostimes, on est là pour aider les agriculteurs à trouver des solutions. Une parcelle après l'autre. C'est notre boulot. Et crois-moi, dans ce métier, on ne s'ennuie jamais. Syngenta, marque enregistrée, et Mégafol, marque d'une société du groupe Syngenta. Numéro CE FB 006436 001, EUH 208. Contient de la 1,2 benzisothiazole 3,2H1, peut produire une réaction allergique. Syngenta France SA, 1228 chemin de Lobby, 31 790 Saint-Sauveur, France. SA au capital de 103 516 413 €. RCS, RSAC, Toulouse,
443 716 832. Numéro de TVA Intracom FR 11 443 716 832. Agrément MP 02 249, distribution et application de produits phytopharmaceutiques, produits destinés à un usage professionnel.